Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Moi, je m'appelle Florence Anzelotti et je suis l'animatrice OBSCAT. Je suis chargée d'études littorales. Je travaille à l'agence d'urbanisme catalane. Et une de mes missions, c'est justement de faire le lien entre les expertises terrain et les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les communes ou les structures intercommunales du littoral. Voilà, donc merci beaucoup d'être venus. C'est vrai que c'est un sujet littoral qui fait actualité en ce moment. J'espère qu'on va pouvoir répondre à vos questions. Je voudrais remercier aussi les élus qui sont venus ce soir assister à cette conférence et les techniciens également, ainsi que le parc naturel marin du Golfe du Lion et le C2D, donc le Conseil de développement durable de PLM. Voilà, donc toutes les infos qu'on va vous présenter ici, vous pouvez les retrouver sur notre site internet obscat.fr. On a également une page Facebook, donc tous les travaux sont en ligne. Après, on restera aussi à votre disposition pour les questions. Donc, la présentation scientifique aujourd'hui sera présentée par Eric, donc tout à l'heure, dans quelques minutes. Donc, d'abord, je vais passer la parole aux élus, et notamment monsieur le maire de Canet. Merci. Provence, qui a un prénom extraordinaire, a tout dit, a cité tous les participants, etc. Donc, finalement, pour voir, je n'ai plus rien à dire. Non, si ce n'est de vous souhaiter donc bien sûr la bienvenue pour cette conférence. C'est à la fois une conférence d'information, mais c'est également quelque part un retour du travail qui est fait par l'Observatoire. L'Observatoire qui est, je dirais, qui reçoit l'élan et le soutien de diverses collectivités, notamment Perpignan Méditerranée Métropole, et les deux communautés dont Côte-Vermeille, dont le président est ici présent, et également Sud aussi. Voilà. Donc, évidemment, la dynamique des littoraux, c'est une science, permettez-moi de vous le dire, monsieur l'expert, qui est assez inexacte, il faut bien le dire. Hein, c'est quelque chose qui est très, très imprévisible. On apporte souvent des solutions et elle ne se vérifie pas toujours dans le temps. C'est une matière extrêmement, extrêmement complexe. Et bien sûr, Perpignan Méditerranée, mais les autres communautés également sont particulièrement attentifs à cette situation, car il faut bien gérer les apports de sable, il faut bien gérer la défense contre la mer. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée en profitant de la grande compétence de nos experts. J'espère que vous en sortirez renforcés. Voilà. Mon cher Pierre, non, je vais parler à le micro, d'accord ? Bonjour, bon, mesdames, messieurs, alors moi je suis le maire de Sainte-Marie, Pierre Roche, et je suis là au titre de vice-président de la communauté d'agglomération, ayant en délégation pour les problèmes du trait de côte. Hein, voilà. Donc vous savez que depuis quand même pas mal d'années à l'aglo, on avait donc pris la compétence, la gestion du trait de côte était une compétence obligatoire, mais on avait même élargi au réensablement et aux travaux. Bon, voilà. Donc, le problème qui se passait, c'est que chaque fois qu'on présentait les dossiers pour divers problèmes, l'État était un petit peu réticent en disant qu'il faut faire des études. Voilà. Donc, on a décidé en 2014 de créer l'Observatoire de la côte catalane, qui s'appelle donc dit de l'OBSCAT. Hein, voilà. Alors, cet observatoire a pour but de mieux connaître et mieux comprendre l'évolution de notre littoral sableux et aussi mieux appréhender les risques d'érosion et de submersion marine. Voilà. Chaque fois, on nous demandait des études, mais comme ça, on a une observation annuelle et ponctuelle donc, sur des années, et donc on peut, disons, mieux réfléchir, mieux travailler, mieux étudier les dossiers et les solutions qui peuvent être mises en œuvre. Voilà. Alors cet observatoire, c'est un outil, donc, je vous disais, donc, de connaissance et d'aide à la décision sur le littoral catalan à l'échelle pertinente d'une unité donc, hydro-sédimentaire qui est comprise entre le Racou, donc sur la commune d'Argelès, dont je salue Pierre
et la Gaz, donc le président de la communauté d'Argelès, et Cap Le Cat, donc vous connaissez tous la falaise et le cap de Le Cat. Voilà, donc c'est-à-dire une unité hydro-sédimentaire de 44 km. Voilà. Donc c'est Perpignan Méditerranée Métropole, avec le soutien financier de l'agence de l'eau et du BRGM, donc, qui a lancé donc, cet observatoire en 2014 pour disposer d'un stock de données fiables et régulières, et ainsi pouvoir faire les choix de gestion les plus justes en matière de gestion intégrée des zones côtières. Voilà. Le partenariat technique et financier permet aussi de mutualiser les moyens et ainsi de faire des économies d'échelle. Donc voilà, c'est une bonne coopération de l'ensemble des communes de ce littoral, 44 km, donc on mutualise les efforts, donc, ce qui nous permet d'avoir des données fiables et puis d'avoir un coût, disons, atténué. Alors, je voulais dire aussi que l'Observatoire revêt aujourd'hui un rayonnement départemental, régional et même national, grâce à sa connexion avec les groupes d'experts et les institutions en matière du littoral. L'Observatoire catalan donc, fait notamment partie du réseau national des observatoires du trait de côte. C'est-à-dire qu'on est affilié à un réseau national de tous les observatoires donc, de France. Voilà. Alors comment a évolué cet observatoire? C'est pour faire un peu l'historique de cet instrument qui nous permet d'avoir ces données et qui vont vous être présentées ce soir, parce que sans l'observatoire, il n'y aurait pas de réunion ce soir. Hein. Voilà. Alors cet observatoire a été impulsé par Perpignan Méditerranée en 2014. Le CAP nous a rejoint en 2016. La côte a été étudiée, donc on a étudié à partir de ce moment-là les données entre Canet et le CAP. Et à partir de 2019, donc, les suivis se poursuivent sur toute l'unité hydro-sédimentaire en intégrant donc les littoraux sableux couverts par Saint-Cyprien, Aisne et Argelès. Alors le financement de l'Observatoire de la côte sableuse catalane est donc aujourd'hui assuré par les 5 maîtres d'ouvrage qui sont les suivants: Perpignan Méditerranée Métropole, la commune de Le Cap, la communauté de communes Sud-Roussillon et la communauté de communes Albert, Côte-Vermeille et Libéry. Voilà, donc je vous ai fait cette petite présentation de cet observatoire qui va vous permettre maintenant va nous permettre d'écouter donc le représentant du BRGM, donc c'est le bureau qui fait tous les relevés et toutes les observations, et qui lui donc techniquement va vous exposer tout ce qui a été observé pendant toutes ces années. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole à Eric, mais juste avant, c'est pour vous informer. Alors, il y a un smartphone là, sur le trépied, et en fait, on fait un Facebook en direct, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo qui tourne pour que ceux qui sont derrière l'écran et qui n'ont pas pu venir puissent suivre quand même la conférence. J'ai regardé, pour l'instant, il y a un seul spectateur. Donc, voilà, donc je vais passer la parole à Eric pour les éléments techniques et scientifiques, et écoutez bien parce qu'après, il y aura un petit quiz. Merci Provence. Juste quelques petits mots pour me présenter. Donc, je suis Eric Malvado, je travaille au BRGM, je suis chef de projet littoral. Et mon rôle, vous l'avez compris, c'est effectivement chef d'un projet important pour ce soir, qui est important pour la côte ici, qui est donc l'Observatoire de la côte sableuse catalane. Donc moi je travaille sur Montpellier, le BRGM, peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà. C'est un organisme public de recherche et qui est implanté sur l'ensemble du territoire, y compris à l'outre-mer. Voilà, donc ce soir, je vais vous présenter assez rapidement ce qu'est l'OBS4, quelques résultats qu'on a également sur la commune, et aussi au sens plus large sur l'ensemble du secteur que l'on suit. Et puis je vais commencer par quelques petits éléments de contexte qui me semblent être importants de parler pour placer un petit peu cet observatoire dans un contexte national.
Donc voilà, l'érosion du littoral en France, qu'est-ce que ça représente? Là, je vais parler essentiellement de l'érosion du trait de côte sur nos côtes. Ça, c'est des travaux qui commencent à dater, qui datent de 2006, 2004-2006, ont été faits à l'échelle de l'Europe, et qui dressaient un constat, tout type de côtes confondues, c'est-à-dire les côtes rocheuses, les côtes sableuses, et qui déjà posait un constat de 24, un petit peu moins de 25% des côtes françaises étaient concernées par des phénomènes d'érosion. Presque 43-44% étaient considérés comme stables. Et puis on avait d'autres types de côtes, beaucoup plus rares, qui, elles, étaient en engraissement, c'est-à-dire on a un trait de côte qui progresse vers la mer. Si maintenant on rapporte ça à uniquement les côtes sableuses, sur des travaux plus récents du CEREMA en 2018, on n'a plus les côtes rocheuses qui, elles, ont tendance à évidemment moins reculer et concernent moins aussi le littoral français. Donc on va évidemment augmenter la proportion de côtes sableuses qui sont en érosion sur la France. Alors quelles sont les principales causes de l'érosion? Alors tout d'abord, l'érosion, c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça, en fait c'est un phénomène qui est naturel. Vous pouvez le constater quand vous vous promenez sur les plages, il y a un petit coup de vent, un petit coup de mer, le sable est transporté, est érodé, se redépose un peu plus loin. Voilà, c'est un phénomène qui est constant en fait, que ce soit sur la terre, comme sur la mer ou comme sur nos côtes. Seulement, évidemment, il y a des soucis qui apparaissent au fil du temps, car on a les effets de l'érosion qui sont aggravés principalement par deux facteurs, et je reviendrai sur le troisième, qui est l'élévation des niveaux marins. Les deux principaux facteurs, c'est l'artificialisation des côtes, qui crée en fait des effets locaux, des perturbations du transport sédimentaire. Le transport sédimentaire, c'est le sable qui alimente les plages. Et puis, le sable qui alimente les plages, et bien on en a aussi, deuxième cause importante, on en a aussi de moins en moins qui alimentent les plages, ça au sens national, même mondial. Et ça, c'est lié principalement à l'artificialisation des bassins versants, la construction de barrages hydroélectriques, l'aménagement des berges, des choses comme ça, mais également, moins en France, puisque c'est des pratiques qui sont maintenant révolues, mais dans certains pays, un facteur très important, c'est le prélèvement du sable dans les rivières, mais aussi sur la côte. Et puis l'élévation du niveau marin, alors ça c'est une constante qu'on commence à bien mesurer et bien mettre en évidence sur le niveau marin. En revanche, sur l'érosion, on sait que ça a une conséquence, ça va en avoir, puisque évidemment le niveau de la mer remontant, le trait de côte va lui aussi avoir tendance à accompagner cette remontée, mais c'est à l'heure actuelle assez difficile de l'évaluer, ou en tout cas de séparer ce phénomène, les effets de ce phénomène des deux autres principaux. Alors, quelques exemples en France. Alors, je vais parler de la côte aquitaine. Vous avez certainement entendu parler de le fameux immeuble Signal, qui a été construit à Soulac-sur-Mer dans les années 60. En 1987, il y avait encore 650 mètres, pardon, je reviens en arrière, 650 mètres de dunes et de plage devant l'immeuble. Et puis en février 2014, alors ça c'est un point ponctuel, un état très ponctuel. Il y a évidemment des situations intermédiaires entre 1987 et 2014, mais vous voyez qu'en quelques 40 ans, le trait de côte a très fortement reculé dans ce secteur, au point que dans cet immeuble qui a... Pardon, ça va venir avec le temps. Qui regroupe plusieurs dizaines de logements. Voilà, il y a eu une succession en février 2014 de tempêtes pas forcément très importantes sur la côte aquitaine, mais très rapprochées. Et on a eu ce phénomène d'érosion très important sur Soulac, qui est venu ramener le trait de côte à quelques dizaines de mètres de cet immeuble qui maintenant a été évacué depuis 2-3 ans, je crois. Les côtes rocheuses, ici Criel-sur-Mer, c'est les côtes de la Manche. Alors là, on a des phénomènes qui sont différents, qui sont beaucoup plus brutaux, évidemment.
qui conservent aussi les effets conservent aussi des habitations qui sont très proches du bord de la falaise, donc c'est un phénomène qui est aussi très préoccupant. Vous pouvez avoir en fait, c'est quelque chose qui se provoque par à-coup, en fait. C'est pas forcément lié, comme par ici, les phénomènes d'érosion aux tempêtes importantes. C'est lié à des phénomènes de gel, des choses comme ça, de circulation. Le trait de côte qui se rapprochait petit à petit de la route départementale. Et puis on a eu plusieurs événements, dont l'événement de tempête de 2003, où là on a eu une bonne partie de la route départementale qui a été emportée. Donc, depuis, ce site a fait l'objet d'importants travaux de réaménagement, recul de la route, aménagement de nouveaux parkings, de canalisation de la fréquentation du public, revégétalisation, recréation d'un cordon dunaire, et puis plus récemment, installation en mer de ce qu'on appelle un atténuateur de houle pour tenter de limiter les effets des houles de tempête pendant les tempêtes du sol. Alors notre côte sableuse catalane, Pierre Roch en a parlé un petit peu tout à l'heure, effectivement on parle de l'unité sédimentaire du Roussillon. En fait, c'est cette portion de côte que l'Obscat sur lequel l'Obscat porte ses travaux et ses observations, qui va effectivement depuis Argelès-sur-Mer, les falaises du Racou, jusqu'au Cap Lecat. Vous avez en fait un littoral de 44 km, qui est un littoral sableux, on va dire continu, à l'exception des zones portuaires qui sont installées le long de ce trait de côte. Et puis vous avez ici une petite chose qui est importante à signaler, qu'on appelle un courant de dérive littorale, qui est un courant vers le nord. Alors qu'est-ce que c'est ce courant de dérive littorale? C'est un courant qui est généré en fait par les houles, par les vagues, par les houles, c'est un courant côtier, et qui est le moteur principal du déplacement du sédiment le long des côtes. Donc de l'évolution aussi des plages au fil du temps. Au niveau de l'évolution du trait de côte, on a une tendance à long terme qui a été diagnostiquée sur les 60 dernières années de l'ordre de 0,5 mm par an. Alors c'est des tendances, ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, mais effectivement si on compare à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur, les mêmes phénomènes, les mêmes gravités à l'heure actuelle. Et c'est aussi, je précise, ça c'est important, c'est aussi un recul qui est inégalement, une tendance qui est inégalement répartie. Voilà, c'est une moyenne, mais on a des secteurs qui sont stables, d'autres qui sont en légère avancée, mais globalement, voilà la situation. À long terme, si on regarde historiquement dans les 60 années passées. Cependant, donc c'est ce que je vous dis, on a des manifestations qui n'ont pas l'ampleur ou les conséquences de ce qu'on va pouvoir sur d'autres côtes sableuses, y compris en Occitanie, je vous ai parlé du Bidot-7 tout à l'heure. Mais cependant, on a des problèmes qui sont localisés, qui existent, cependant qui sont importants, et qui sont localisés le plus souvent en lien avec les secteurs aménagés. Et puis une autre caractéristique aussi de ce littoral, c'est des embouchures de fleuves, donc la Glie, le Gourdigou et la Tête, qui sont des embouchures qui sont très dynamiques. Alors principalement la Glie et la Tête, très dynamiques, ça veut dire qu'ils sont très mobiles, mais c'est aussi des exutoires de sable qui est érodé, sur le continent, et qui est un élément contributeur qui contribue à l'alimentation en sable de nos plages. Et donc de l'ensemble, finalement, de la cellule sédimentaire catalane. Oui. 0,5 mètres, 0,5 mètres. Oui, c'est ça. 0,5 mètres par an. Excusez-moi, c'est 0,5 mètres par an. Non, oui, là, c'est pas. Là, on aurait du mal à les mesurer. Alors, quels sont les objectifs et les méthodes que l'on emploie sur cet observatoire? Alors, les objectifs de l'Obscat. Alors, on est parti en fait d'un constat, je vous en ai parlé tout à l'heure, des tendances historiques. Donc, on sait que le littoral a évolué en moyenne de temps
millimètres par an de recul, etc. Sur certains secteurs, d'autres moins. Voilà. Donc on connaît les tendances historiques. Par contre, si on veut en fait intégrer des préconisations, améliorer nos modes de gestion du trait de côte, les adapter au fil du temps, on a besoin en fait, ce n'est pas suffisant ces tendances historiques, on a besoin de mieux connaître comment fonctionne le littoral. Donc on a besoin de préciser en fait les fonctionnements et les sensibilités de chaque site suivi. Et pour cela, en fait, on va regarder quelles sont les évolutions saisonnières en fonction des conditions hydrodynamiques. Ça veut dire, hydrodynamique, c'est en gros la hauteur des vagues, les niveaux d'eau pendant les tempêtes, le débit des fleuves, etc. Donc on va regarder quelles sont ces évolutions, regarder quelles sont les conditions du milieu, analyser les phénomènes, et donc préciser les fonctionnements de ce trait de côte sur la côte catalane. Dans l'idée principale, Pierre Roch en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement d'avoir des préconisations de gestion qui puissent être adaptées à chaque site et à ses problématiques. Alors pour cela, en fait, on va regarder au fil du temps, quels sont les indicateurs de santé, de méthode. On ausculte en fait le trait de côte et nos plages. On fait un diagnostic permanent de ce système littoral. Alors, vous voyez que le système littoral, c'est schématisé ici, c'est beaucoup plus complexe que même que sur ce schéma. C'est un résultat en fait d'interactions terrestres. Je vous ai parlé des apports au niveau des fleuves, je vous ai parlé des dunes, et puis je vous ai parlé également des tempêtes, des conditions en mer. Donc il y a un système complexe d'interaction terre-mer. Donc pour cela, pour mesurer cet état de santé du trait de côte, cet état de santé de nos côtes, on va travailler sur la localisation du trait de côte, regarder comment il se comporte au fil du temps. On va également faire des prises de vue terrestres et aériennes, là c'est pour travailler plus sur les transformations paysagères. On a également un volet qui est très important, c'est la mesure de l'altimétrie des cordons dunaires, de la plage immergée et de la plage immergée. Donc en gros, on regarde quelles sont les variations de l'altitude, de la topographie des plages, que ce soit sur la terre, sur les plages, sur la dune, et puis également le relief sous-marin. Ça c'est important, puisque c'est là aussi qu'on a des déplacements de sédiments, comme je vous l'ai parlé tout à l'heure. Tout ça pour regarder, effectivement, j'ai parlé des déplacements sédimentaires, mesurer quels sont ces déplacements et regarder au fil du temps comment évoluent les plages en termes de... On a du sédiment, on en a moins, d'année en année, etc. Et puis on fait également sur les cordons dunaires, on fait aussi des comptages d'espèces dunaires qui permettent d'estimer la qualité, mais aussi la variété des espèces qui peuvent exister dans les dunes et qui sont également des indicateurs qui permettent d'apprécier l'état, le bon état ou le mauvais état des cordons dunaires. Et puis on a aussi une veille météo-marine. Je vous ai montré les schémas avec la houle. Ça permet en fait de mettre en correspondance nos mesures et les événements météo, principalement les tempêtes évidemment, que l'on peut enregistrer dans la côte. Alors pour ce faire, on fait, ça c'est les grands volets des mesures que l'on réalise, on fait des mesures topographiques. Donc nous, comment on travaille, en fait on a ce qu'on appelle, vous avez entendu parler des GPS qu'on a dans nos voitures ou que vous utilisez en montagne. On utilise un peu la même chose, parce que c'est des matériels qui sont beaucoup plus précis. On travaille en fait en centimètres, en précision de l'ordre du centimètre de notre positionnement de mesure. Également d'un positionnement, je dirais, en horizontal. Et également, pour la topographie, on a une précision qui est de cet ordre également, avec des marges d'erreur, puisque évidemment, ce sont des mesures que l'on fait pour gagner du temps et avoir aussi un maximum d'informations sur un secteur. On travaille sur un quad. Vous avez peut-être déjà vu passer nos quads sur les plages au moment de nos mesures. Et puis également à partir d'opérateurs qui portent ces antennes GPS. Donc ça permet de retracer la topographie des plages, de tracer également la position des traits de côte, et puis également les petits fonds marins. Et puis on fait en mer ce qu'on appelle des mesures bathymétriques. C'est la topographie des fonds en fait. Et puis également on le fait au niveau des embouchures, que ce soit à l'extérieur des embouchures ou à l'intérieur. Là on travaille avec en fait une embarcation sur laquelle on a également une antenne GPS et puis un sondeur qui va lui nous donner la profondeur sous le bateau. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite?
Et on en fait des cartes. Alors là, vous avez une carte qui vous montre en fait l'évolution du trait de côte. Donc après 2 passages, c'est-à-dire là c'est un passage qui s'est fait à la fin de l'automne 2018 et un deuxième passage qui s'est fait au printemps 2019. Donc vous avez les évolutions ici, que je dise pas de bêtises, ma vue d'ici, c'est plutôt la diapo qui n'est pas très nette. Je ne sais plus quel secteur c'est, je crois que c'est Lydia en fait. C'est le bateau, c'est le bateau de Lydia. Oui. Voilà, c'est sur le secteur du Barcarès au niveau du Lydia. On a les évolutions hivernales du trait de côte sur ce secteur. Je vous ai parlé de bathymétrie, donc voilà, là c'est l'exemple de l'embouchure de la grille. Donc ces mesures-là permettent de dresser ces cartes. Donc c'est les cartes de l'altitude, en fait, la profondeur du fond. Là on le fait également sur des pas de temps qui sont saisonniers, 2 fois par an, automne et printemps. Et ça permet en fait de reconstituer, d'estimer plus exactement les volumes de sable qui sont déplacés entre 2 campagnes de mesure. Donc on regarde les variations d'altitude, on le fait à terre et en mer, et ça permet de voir quels sont les secteurs où le sable a été arraché, entre guillemets, et les secteurs où il s'est au contraire déposé entre 2 périodes de mesure. On fait également un suivi par caméra vidéo sur 2 sites, sur le 4 et également qui est un site qui a été tout récemment instrumenté au mois de novembre, fin d'année passée. Et puis sur le Barcarès au niveau, ça c'est un exemple sur le Barcarès, au niveau de la plage nord qui est défendue par un système de brise-lames. Ça permet en fait de regarder quelle est l'évolution du trait de côte à haute fréquence. Puisqu'en fait on a une image toutes les heures et ça permet de regarder comment réagit le trait de côte pendant les éléments de tempête par exemple. Et sur ce secteur en particulier qui est aménagé, on regarde aussi quelle est au fil du temps l'efficacité du système de défense. Il y a aussi des rechargements en sable qui sont faits dans ce secteur-là. Ça permet de voir comment évolue le trait de côte en fonction aussi de ces travaux de défense qui ont été réalisés. On fait également le suivi par photogrammétrie. Alors, la photogrammétrie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La photogrammétrie, c'est une technique optique qui permet de reconstituer en fait le relief terrestre, pas seulement terrestre, ça peut être aussi le relief d'un bâtiment ou d'un château, ou des choses comme ça. C'est des techniques qui sont utilisées depuis très longtemps pour calculer les topographies, faire les cartes topographiques de l'IGN. Ça s'est fait aussi comme ça. Nous, on utilise finalement pour faire la même chose, et simplement aussi pour des techniques visuelles, pour regarder quelles sont les évolutions, par exemple, des embouchures, qui sont des milieux, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont très très mobiles. Et on l'utilise également pour l'évolution, regarder quelles sont les évolutions des cordons dunaires. Je m'excuse pour la qualité de l'image. J'aurai un exemple un peu plus probant tout à l'heure sur Canet. Voilà, donc c'est des photos, des données qui sont acquises par drone, et de moins en moins par drone, mais de plus en plus maintenant par autogire. Alors, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas tout à l'heure sur ces points-là. Alors, quels sont les résultats de ce suivi? Alors, ça fait maintenant depuis 2013-2014 que l'on réalise ce suivi au sein de l'OFSCAT. Pierre Roche a précisé 2013-2014 sur le territoire de Perpignan, Méditerranée Métropole, et puis le CAP a intégré le système en 2015-2016. Ça représente 12 campagnes de mesure, à raison de 2 campagnes par an, une à l'automne et une au printemps. Des campagnes de topobathymétrie, j'en ai parlé tout à l'heure, le suivi des embouchures, Agli, Bourdigou et Tête, le suivi altimétrique et végétation des cordons dunaires. Voilà. Et sur l'ensemble en fait de tous ces secteurs-là, la photo est assez floue, hein, je m'en excuse, mais c'est sur un certain nombre de sites dits sensibles que l'on a identifiés comme étant sensibles vis-à-vis du phénomène d'érosion, ou parce qu'on a des secteurs qui sont à enjeu important. Hein, comme le Barcarès Nord par exemple, c'est un des exemples, il y en a d'autres. Hein. Voilà, donc on a ce suivi sur une douzaine de sites et sur 4 ou 5 cordons dunaires qui est réalisé depuis 2013, qui représente une somme de données assez importante. Qu'est-ce qu'on en fait? Je vais un petit peu vite, pardon.
Voilà. On en fait en fait, à l'échelle annuelle, on va tracer en fait des évolutions de bilan sédimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, je vous ai montré tout à l'heure que nos cartes bathymétriques permettaient de regarder quels étaient les déplacements de sédiments sur chaque site. On va traduire en fait ces déplacements de sédiments en volume sédimentaire sur ces sites et regarder à chaque saison, entre chaque saison, quels sont les volumes qui sont déplacés. Et chaque année, en fait, on dresse ce type de bilan. Quand on est en vert, en fait, on a eu des secteurs qui ont eu des apports de sédiments en moyenne hein, sur la zone. Vous avez vu tout à l'heure une image où même sur une zone, c'est pas tout vert, il y a aussi du rouge, il y a aussi du vert. Et puis d'autres secteurs, là, je ne me souviens plus de ça c'est l'année 5, donc c'est 2017-2018. Voilà, puis d'autres secteurs où on a eu au contraire des pertes au cours de cette année. Alors ça peut changer évidemment d'une année sur l'autre. Et on traduit également ces bilans sédimentaires d'une autre manière. Ici, je vous ai parlé des volumes de sédiments. On traduit ça aussi en épaisseur de sédiments moyennés sur les sites. C'est-à-dire tel volume sur tel site, ça représente, sur un secteur donné, par exemple ici en vert, ça peut représenter 10 cm en moyenne d'élévation du niveau du sol, finalement, du sol marin. Ou au contraire, une ablation du sol quand on a des secteurs en rouge. Et puis on regarde également, là c'est pas très visible ici, on regardera quelques exemples tout à l'heure sur Canet, on regarde également quelle est l'évolution sur certains points qui sont suivis plus régulièrement depuis plusieurs décennies, quelle est l'évolution du trait de côte au cours de ces périodes. Voilà, et au fil du temps, donc là on est à l'échelle annuelle, on fait finalement aussi des bilans pluriannuels, là c'est à l'échelle depuis 2013, on regarde quelle est l'évolution de ces chiffres, de ces volumes au fil du temps. Là vous avez un exemple sur Barcarès-Nord, où on a, vous voyez, une progression de la quantité de sable, qui est liée aussi au système de gestion qu'il y a sur ce secteur, qui a pu bénéficier d'un certain nombre d'opérations de rechargement pour assurer aussi une meilleure efficience du système de défense contre la mer. Et puis on fait également, là c'était un exemple aussi sur Canet, sur le secteur de Canet Sud, voilà, où on réalise évidemment exactement la même chose sur l'ensemble de nos périodes de suivi. Ce n'est pas forcément des tendances à long terme, puisque là on n'a pas beaucoup de recul, mais voilà, c'est des éléments qui permettent, d'année après année, d'engranger de la connaissance et regarder comment le littoral fonctionne et évolue. Et puis on raisonne aussi de manière plus globale sur les 6 années de suivi, à la suite de ce que je viens de vous dire. Ce schéma est assez à la fois simple et complexe, mais il permet de vous montrer qu'en fait, c'est des choses qu'on savait déjà en partie, et qui nos suivis permettent de confirmer, c'est que en fait, on a un certain nombre de perturbations sédimentaires le long du trait de côte, et qui sont essentiellement liées aux aménagements portuaires, parfois de manière plus naturelle ou dans certains cas un peu moins naturelle comme le Bourdigou, où on a des secteurs qui ont aussi une influence sur ce fonctionnement sédimentaire. Donc vous voyez, c'est les secteurs qui sont ici entourés. Alors avec ou pas des problèmes plus ou moins importants identifiés, ce schéma les reporte ici. Nos années de suivi permettent je vais parler des principales zones de perturbation, et aussi de regarder quels sont les secteurs qui sont en difficulté ou en déficit récurrent ou chronique. Déficit, c'est-à-dire en gros qui perdent du sable avec des conséquences après chaque hiver ou pendant chaque hiver qui peuvent être délicates à gérer. Donc vous avez, c'est pas pour stigmatiser, hein, c'est pas non plus ça mérite aussi d'en discuter et de regarder quelles sont les valeurs un petit peu plus loin de l'exposé. Donc c'est principalement le secteur de Cap-Village naturiste, le secteur sur Canet justement de Canet-Sardina, donc la plage nord du port, et puis le secteur également de Sainte-Marie-Centre. On pourrait entrer dans le détail, hein, parce qu'il y a aussi d'autres éléments qui permettent d'apprécier notamment la qualité de l'état de conservation des corps non dunaires sur ce chemin.
Et sur la commune de Calais, me direz-vous, bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a pu voir sur la commune? Alors à long terme, quelle est l'évolution du trait de côte sur quelques décennies là? Là, c'est juste pour retracer un sketch rapide. À votre avis, cette image elle a été prise quand? Non, vous ne voyez pas? On ne voit pas le port. Déjà. Donc là, allez, je fais pas de suspense, c'est 1953. Donc là, on est même juste avant, je crois, juste avant les années 60. Voilà. Avant la fameuse mission d'aménagement, la fameuse mission Racine, qui a constitué et permis de construire les différentes stations balnéaires sur tout l'arc du golfe du Lion. Ici, vous avez une image évidemment beaucoup plus récente. Là, on est en 2010. On reconnaît la commune est actuellement, hein, finalement. Vous voyez qu'il y a eu une évolution de l'occupation du sol, de l'équipement de la commune qui a très fortement évolué. Des cheminements également d'une partie du système PET qui ont été modifiés. Et puis vous voyez également, alors si on regarde un petit peu dans les évolutions, ce système portuaire, il a créé une accumulation assez localisée. Maintenant, si on comparait plus bas vers le sud, on n'a pas tant que ça d'évolution. Mais on a une évolution localisée au droit vraiment du système de digue portuaire au sud, une avancée assez importante du trait de côte. Au nord, en revanche, vous avez vu. Non, ça c'est vers le bas, c'est là. Hop. Au nord, en revanche, vous voyez, ça c'est assez même bien visible sur les images, on a eu au contraire un recul du trait de côte. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de transport sédimentaire. Ce transport sédimentaire se faisait naturellement du sud vers le nord. C'est ce qui explique aussi ce phénomène-là. C'est-à-dire que le sable qui est bloqué ici, qui a été stocké ici par la digue, n'est plus disponible pour ce secteur-là, et on a une tendance à l'érosion qui s'est installée sur ce secteur. Là, on a une image qui date de 2018. On a toujours finalement ces phénomènes au nord, et au sud on a quelque chose qui est plus alternant, je dirais, tout en restant finalement quelque chose de stable. On regardera un petit peu en zoomant tout à l'heure. On a des alternances d'avancée, de recul, mais globalement ce secteur est globalement stable. On va voir que pour les dernières années de mesure, c'est un petit peu différent. Alors, les dernières données que l'on a récentes, depuis septembre 2007 jusqu'à avril 2018, donc sur les évolutions sur quelques années, j'ai affiché ces évolutions. Donc ça, c'est ce que je vous disais. On a effectivement, globalement, dans cette partie du trait de côte, on a quelque chose, vous voyez, un trait qui fluctue pas mal entre 20 et 30 mètres, des fois, suivant les hivers. Mais globalement, on a quelque chose qui tourne autour d'une position moyenne qui est assez stable. En revanche, sur la partie plus au sud, plus au nord, pardon, on a quelque chose qui a tendance depuis quelques années, alors qu'on pensait que ce secteur était en accrétion une évolution positive de l'avancée du trait de côte assez constante, on constate un rétrécissement assez important ici de la plage qui est calée le long de la digue sud du port, et rétrécissement qui se prolonge aussi dans ce secteur. Si on se reporte vers maintenant au nord du port, le secteur du Sardinal, ce sont les mêmes données. Hein. Voilà, on peut séparer le secteur en deux parties. On a une partie sud qui, elle, est soumise à des phénomènes de recul du trait de côte récurrents. Chronique, ça, c'est quelque chose que les années nous diront, mais c'est quelque chose de récurrent qui est problématique en termes de gestion, bien entendu, en particulier ici de la concession du restaurant de Swing Club qui est ici. Et au nord, alors malgré ici, on a des phénomènes, pas des phénomènes, pardon, il y a des reprofilages, il y a aussi un rechargement qui a été fait récemment. Malgré ça, ce n'est pas si simple. Il y a un déficit en sable que je vais vous expliquer rapidement tout à l'heure,
qui fait que c'est quelque chose qui n'est pas facile forcément à gérer. Et puis sur la part deuxième moitié de la diapo vers le nord, on a quelque chose qui là est plus fluctuant, mais malgré tout, au moins sur ces années toutes récentes, vous voyez, j'ai fait une petite flèche rouge qui est plus grande que la petite flèche verte. On a ces fluctuations du trait de côte, mais qui globalement, malgré tout, plutôt tendance à continuer à reculer vers le terre. Le cordon dunaire du sud de la commune, donc qui est entre la partie urbaine de la commune et la commune de Saint-Cyprien. Donc là, on effectue des suivis qui, au début de l'existence de l'OBSCAT, se faisaient tous les ans. Donc on regarde, on fait de la photogrammétrie, dont je vous ai expliqué, on regarde quelle est la topographie, l'évolution, on regardait tous les ans. On s'est aperçu que c'est pas un cordon qui évoluait, y compris comme tous les autres cordons d'ailleurs, c'était des levées qui tous les ans étaient superflues. Donc on a augmenté la fréquence, diminué la fréquence des mesures, on les fait maintenant tous les 2 ans. Et là on a pu voir par exemple sur cette image, donc vous avez un code couleur ici qui vous donne en fait les différences d'élévation entre octobre 2016 et septembre 2018. Ce qui est en bleu, ce qui est en beige vers le bleu plus foncé, c'est des secteurs qui se sont accrus, donc qui ont augmenté en altitude, et en rouge, les secteurs qui se sont rabaissés en altitude, donc qui ont perdu du sable, qui sont érodés entre guillemets. Et si on regarde le long de certaines coupes qui sont localisées, on ne les voit pas très bien, elles sont ici. Ici et ici, ces 3 coupes-là, donc c'est des coupes dans la topographie. Vous avez en bleu, le levé qui a été réalisé en 2016, et en rouge, le levé qui a été réalisé en 2018. Et vous voyez qu'il y a eu des apports de sable assez importants. Alors, aux erreurs de trait, parce que ça intègre aussi cette technique, la végétation, mais qui est relativement peu épaisse sur ces cordons-là. Et vous voyez qu'on a eu des apports de sable qui sont très importants. Et ça, on a pu l'observer. Alors, c'est pas lié au fait qu'on ait une évolution sur 2 ans, mais là, c'est une évolution qu'on nous, on interprète en tout cas, comme étant liée à la tempête de fin février, début mars 2018. On a pu faire un levé sur l'ensemble, un levé aérien de ce type-là, sur l'ensemble du trait de côte de la cellule que l'on suit, sur le trait de côte du Roussillon. Et on s'est aperçu que cette tempête, il y a eu des petits phénomènes de submersion qui sont indéniables, il y a eu des phénomènes d'érosion, il y a eu aussi, sur beaucoup de cordons dunaires, il y a eu aussi un apport important de sable par les vagues lors de la tempête. Donc ça aussi, c'est un phénomène que on a eu la chance de voir parce qu'on est passé aussi très, très peu de temps après la tempête. Voilà, mais ça fait partie des fonctionnements que si on regarde les choses de manière trop espacée dans le temps, on passe à côté pour comprendre comment fonctionnent ces systèmes. Voilà. Donc en fait, l'OBSCAT, vous avez pu voir que l'OBSCAT, c'est avant tout un outil de diagnostic du trait de côte, de nos côtes sableuses. Un diagnostic qui est entre guillemets permanent, mais on passe régulièrement 2 fois par an pour établir ce diagnostic de l'état des côtes des communes littorales. C'est aussi un outil de connaissance des fonctionnements et qui va nous aider à anticiper les phénomènes, donner des orientations, des guides pour adapter, construire, adapter les gestions locales des traits de côte. Je vous remercie de votre attention. Quand vous dites que le sable, il y a des apports de sable, c'est de l'ordre de combien? Alors, on passe aux questions maintenant, du coup Comme vous voulez. Oui, simplement, on va vous faire un petit exercice et on pourra répondre à ces questions-là justement à ce moment-là. On va vous faire un quiz. Il y a 7 questions seulement. On va vous distribuer des petites télécommandes. Vous allez pouvoir y répondre. Et après chaque question, bien sûr, on répondra aux questions et on reprend la vôtre en tout cas, qui était la première. Et voilà, on va y répondre. Il y a Nicolas qui va vous distribuer des petites télécommandes. Alors, on n'en a que 56 et vous êtes le double, donc on va vous en distribuer une pour 2.
Et ceux qui connaissent déjà très bien le littoral et qui sont cachés parmi vous, vous n'êtes pas obligés d'en prendre. Peut-être laisser la télécommande à votre voisin et qui est peut-être plus néophyte. Oui, effectivement, il y a quelques apports, mais c'est pas... Très variable. C'est très variable. En fait. Ça, Oui, bah, bien sûr. Bien sûr, mais vos courbes sont impressionnantes. il y a une exagération, comme on dit, Oui, non, c'est normal. d'échelle. Mais c'est normal. Voilà. C'est pas énorme. Mais sur le cordon, ça peut être... Il faudra appuyer sur un truc comme ça. Ça dépend du nombre de questions, de réponses qu'il faut poser. Mais vous voyez la télécommande là. Il reste encore 3 télécommandes. 3. Alors, si vous êtes prêt, vous pouvez appuyer pendant environ 3 secondes sur le petit bouton jaune en bas à droite de votre télécommande. Normalement, elle devrait donner un signe de vie, une petite lumière. Ça va pour tout le monde? Alors, c'est juste un quiz avec, il y a 7 questions, mais alors déjà c'est anonyme et bien sûr on ne sait pas qui a répondu quelle réponse, voilà, ça on n'y a pas de... Donc vous pouvez y aller, vous pouvez même répondre n'importe quoi, personne ne le saura. Et il y a même des questions où il n'y a pas de réponse fausse. Voilà. Donc allez-y, cliquez, n'hésitez pas. Donc en fait vous avez des numéros mais également des chiffres. Nous ce sera soit la réponse A, B, C, et je pense que ça va jusqu'à D. Donc voilà, vous cliquez à chaque fois sur la réponse, il y a à chaque fois une seule réponse possible. Et vous répondez par celle qui vous semble la plus pertinente pour vous. Voilà. Alors, et puis on fera bien sûr un petit débat après chaque question si vous le souhaitez. Alors, ici, la première question pour vous, qu'est-ce qui définit le mieux l'érosion côtière? Le recul du trait de côte, une perte de sédiments ou la destruction de la dune, ou le creusement des petits fonds marins. Juste... Nico, j'ai un problème technique. Non, il y en a un qui a appuyé, on était à 0 tout à l'heure. Tu peux pas revenir en arrière? On peut pas relancer le... Au pire, on peut pas redémarrer, relancer le truc. On l'éteint, Une petite minute.
Donc après ce temps de pause, il y aura toutes les réponses de moi et bien. Parce que vous avez largement le temps de réfléchir. Elle est rouge. Voilà, il faut que ce soit en haut à droite en fait. Allez-y, je vous laisse répondre. Donc, ce qui définit le mieux l'érosion côtière. Recul du trait de côte ou perte de sédiments, destruction de la dune ou creusement des petits fonds marins. Alors, je ne sais pas combien de télécommandes on a distribué, peut-être 53. Voilà. Allez, c'est bon pour tout le monde. Donc c'est le Ah, non. Ah. Je pense que c'est à peu près bon. Alors, la réponse. Voilà. Alors, vous êtes 36 personnes à avoir répondu à la réponse A, le recul du trait de côte. Alors là, en fait, c'était toutes les réponses étaient les bonnes. Effectivement, l'érosion côtière, comme vous l'a expliqué Eric, c'est différents indicateurs et différents témoins de cette érosion. Le recul du trait de côte, c'est évidemment celui qui est le plus visualisable en fait. Et vous vous en apercevrez parce que forcément, la plage où vous posez votre serviette, où vous marchez, où vous baladez, elle est plus ou moins large. Et donc, effectivement, ça peut être un témoin d'érosion côtière, mais comme l'a dit Eric, il y a également la perte de sédiments de façon générale, sur terre, mais également dans les petits fonds marins. Quand vous voyez aussi des dunes détruites, c'est-à-dire des zones en fait, où il y a des affaissements à l'intérieur de la dune, ça montre déficit sédimentaire également, donc de l'érosion, et puis le creusement des petits fonds marins. Je rebondis du coup là-dessus pour donner la parole et qu'on puisse répondre à votre question, puisqu'elle est en rapport, je pense, avec ce premier item. Alors, votre question, c'était sur quelle épaisseur... Parce que l'échelle est bizarre, donc finalement, ça ne correspond pas à la réalité. Quelle est la hauteur réelle d'un gain de sédiments? Alors, ça dépend des secteurs, Eric. Alors, ça dépend des secteurs. Effectivement, vous avez raison. C'est un petit peu biaisé parce qu'il y a ce qu'on appelle une exagération d'échelle verticale. Là, sur le dernier exemple que je vous ai montré sur le cordon dunaire du sud du Canet, on a des choses qui peuvent être assez importantes sur le fond dunaire, c'est-à-dire la partie entre la végétation et la plage. On peut avoir des accumulations qui peuvent être supérieures au mètre. Sur le cordon lui-même, là, c'est beaucoup plus faible. Ça peut être 30 cm, 30-40 cm au maximum. En tout cas, sur cet événement-là, cette tempête-là. Après, en mer, ça peut être des accumulations plus importantes. Ça peut être au-delà du mètre. Il y a des déplacements. En fait, vous avez pu constater, vous avez des endroits où, quand il y a un peu de vague, où la vague vient déferler au large. Là, vous avez des bancs de sable. Hein, et ces bancs de sable se déplacent au fil du temps. Et c'est des masses qui peuvent être assez importantes, et ce qui explique que quand elles se déplacent d'une certaine importance, on a ces variations qui peuvent être assez fortes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette question-là, d'autres réactions sur cette question-là en particulier? On déroule, vous aurez certainement d'autres occasions. Alors là, du coup, c'est une vraie question, là, et c'est là où on va voir si vous avez écouté. Donc, quelle part du littoral français est considérée en érosion? 10, 25, 50 ou 75%? C'est au début de la présentation d'Eric, mais il y avait un petit piège. Parce qu'à un moment, il a parlé de littoral en érosion, et à un moment, il a parlé de littoral sableux en érosion. Là, c'est le chiffre du littoral dans son ensemble qui est en érosion. Tout le littoral, sableux et rocheux. Si on considère toutes les côtes de France, avec toute leur diversité,
quel est le pourcentage qui est en déficit? Donc il y a un indice qu'on peut vous donner, c'est qu'il y a un important linéaire de côtes en Bretagne ou en Corse, par exemple, qui sont constituées de côtes rocheuses, peu mobiles, contrairement aux falaises de craie que tu as montré, et donc qui sont assez stables. Alors, du coup, vous êtes 29 à avoir répondu la réponse B, environ 25%, et c'est la bonne réponse. Voilà, et l'autre chiffre, je crois que c'était 36%, c'est ça. Sur les côtes sableuses, c'est 36%. Seulement sur les côtes sableuses. Mais quand on considère bien tous les types de côtes en France, on est à 25%, ce qui représente quand même un quart. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sachant que là, c'était issu d'une étude qui considère l'indicateur plutôt trait de côte, hein, il me semble. Sur cette étude-là. Voilà. Ensuite, selon vous, quelle est la principale cause de l'érosion côtière? La principale, selon vous. Hein. Donc, la diminution des apports sédimentaires par les cours d'eau, le blocage du transit sédimentaire par des ouvrages portuaires, les changements climatiques, les forçages naturels, c'est-à-dire les houles et les vents, ou le contexte géologique à grande échelle. Sur la côte atlantique, la Canée, plage nord, le retrait, c'est qu'il y a eu un forçage naturel. Plage nord de Canée. Par contre, il y a un apport au sud à cause du port. Allez, il y en a encore une. Voilà. Alors, vous êtes 19 à avoir privilégié la réponse B, le blocage du transit sédimentaire par les ouvrages portuaires. C'est bien sûr une bonne réponse, mais tous les autres items étaient bons également. En fait, ça dépend des endroits, bien sûr. Donc, comme le disait Eric pendant sa présentation, l'érosion est un phénomène naturel, il y a des causes géologiques, et qui est aggravé par des événements de température, les changements climatiques, mais également une artificialisation et donc une interruption du transit sédimentaire, qui soit de l'amont vers l'aval des cours d'eau ou qui soit de l'amont vers l'aval du transit littoral. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces éléments-là et sur les causes de l'érosion? Est-ce que c'est clair? On va vous passer un micro. Oui, c'est assez subjectif. Si on s'en tient au strict énoncé de la question, c'est les forçages naturels. C'est ce qu'expliquait Provence. Après, quand on entend érosion, c'est-à-dire érosion en rajoutant le qualificatif problématique, c'est-à-dire on a géré un problème d'érosion. Là, effectivement, on peut parler du blocage du transit sédimentaire par les ouvrages portuaires. Mais ça va aussi dépendre des contextes, des secteurs aussi en France ou dans le monde. Ça. Voilà. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, sur le trait de côte ici des Roussillons, c'est un des phénomènes majeurs, effectivement. Oui, une autre question? Je voulais savoir si l'hôpital a des préconisations, fait des préconisations par rapport aux ouvrages touristiques, par exemple le Bourdigou. Alors, on a été consulté sur le Bourdigou, c'est un sujet qui est assez compliqué en fait, parce qu'on a un petit peu de mal aussi à retourner dans l'historique de la construction de ces ouvrages. C'est compliqué aussi d'être sûr, si on les enlève, si on les laisse, de savoir ce qui va se passer. Il y a effectivement un phénomène que l'on observe, mais qui peut certaines années compenser. Je vous ai parlé
du transit de sédiments du sud vers le nord. Donc effectivement, ça fonctionne aussi de cette manière-là, comme une digue portuaire, hein, quelque part. Par contre, c'est des ouvrages qui sont assez bas par rapport à une digue portuaire. Donc le sable arrive quand même à passer cet obstacle, dans une certaine mesure, hein, et à continuer à alimenter aussi la plage de Toraille. Mais c'est vrai qu'il y a eu, comme on dit, une échancrure d'érosion, comme on peut l'observer dans d'autres secteurs, juste au droit de cet aménagement-là. Mais de temps en temps, quand on a des saisons où on a eu des phénomènes de vent de tramontane très importants, très fréquents, très longs, on peut avoir un comblement de cette encoche d'érosion de l'ordre de 10 à 30 mètres. Donc voilà, c'est aussi, si vous parlez du fonctionnement, dans les décisions à prendre, c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en compte. Alors de dire si c'est bien, c'est pas bien, quand je dis les prendre en compte, ça veut dire qu'il faut étudier ça, quoi. Il faut peser le pour et le contre avant de décider. Alors sur la question vraiment des préconisations, effectivement, l'OBSCAT donne des préconisations. D'ailleurs, si vous allez dans la rubrique rapport du site internet de l'OBSCAT, vous avez des fiches de synthèse par sous-cellule avec les résultats, mais également les grandes préconisations. Donc on ne va pas aller dans le détail, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du calibrage de cordon lunaire par exemple, mais on va vous donner des grandes orientations qu'on soumet d'ailleurs à Perpignan Méditerranée Métropole. Et pour la question du bourdigot en particulier, donc nous on poursuit ce suivi, que ce soit sur l'embouchure interne ou externe, sur la plage qui est un petit peu plus au nord ou la plage qui est un petit peu plus au sud, effectivement. Donc des données, il y en a, que l'on interprète, que l'on analyse. Mais ce secteur-là en particulier, il est quand même compliqué, parce qu'on a des ouvrages qui potentiellement doivent calibrer un débit hydraulique, mais c'est ancien, donc on n'a pas forcément les archives. Et sur cette question-là, nous, ce qu'on a préconisé, c'est justement essayer d'étudier plus précisément tout le fonctionnement, mais en lien avec le bassin versant également, pas simplement par le prisme que littoral. Donc c'est un des points qui a été ciblé comme prioritaire en fait, et qui sera traité par les maîtres d'ouvrage compétents pour les préconisations. Oui. J'ai une question. Je voudrais savoir si vous avez des échanges internationaux sur ce genre de problème. Parce que je suppose que la France n'est pas la seule côte qui est touchée. Et donc je voudrais savoir si les pays étrangers sont plus en avance sur leurs travaux que vous, ou moins certains. Et surtout s'il y a des échanges. Et notamment quant aux remèdes évidemment à apporter. Alors bien évidemment, il y a des échanges. Là, on est dans un projet qui est très opérationnel. Et il y a des échanges, pour parler évidemment de l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est le BRGM, on participe aussi à ce qu'on appelle des travaux, des projets de recherche, qui visent aussi à regarder comment on peut, d'une part, améliorer les techniques d'auscultation, de diagnostic des côtes, par exemple, ça c'est des travaux méthodologiques, et des travaux aussi qui visent à comparer aussi, c'est votre question effectivement, de comparer les différents modes de gestion, que ce soit en Italie, ou ça c'est souvent fait dans des projets interrégionaux, à l'échelle de l'Europe. Et puis il y a, nous on travaille là-dessus, on travaille aussi sur ce qu'on appelle les solutions dites douces, et en particulier les solutions que l'on appelle fondées sur la nature. C'est-à-dire le rôle, par exemple, dans les Caraïbes, le rôle de protection de la mangrove contre les phénomènes d'érosion pendant les tempêtes, le rôle de la revégétalisation des cordons lunaires, etc. Il y a des travaux comme ça qui se font et qui sont intercomparés en fonction des différents contextes. Et puis, là je parlais pas que du BRGM, c'est des travaux qui soucient l'ensemble de la communauté scientifique, comme on dit. Hein. Oui, on va vous passer un micro. Oui, mais j'avais une question toute bête. Je me promène tous les jours le long du Bourdigou, je ne vois pas d'ouvrage. De quel ouvrage parlez-vous donc? Alors, les ouvrages du Bourdigou, ils sont vraiment à l'embouchure même du Bourdigou. Vous avez, je ne sais pas si on n'a pas une image. C'est des rochers en fait. Ce qu'on appelle ouvrage, ce sont des rochers. C'est des rochers, des enrochements. Ouais. Non, c'est pas. Non, c'était vraiment. Ça a été construit il y a plusieurs dizaines d'années. Oui, sur le littoral catalan, entre Leucate
Et le racoup, tous les enrochements que vous voyez sont bien sûr artificiels. Voilà. Ils sont là depuis longtemps, mais ils sont artificiels, effectivement. Et les questions? Oui, est-ce que, en l'état des connaissances, vous faites des observations? Est-ce que quelqu'un en France ou dans le monde est capable de modéliser ces phénomènes? Un petit peu comme on le fait pour la météo. Effectivement, alors c'est des choses qui ne sont pas encore, comme on dit, très opérationnelles. Ça reste des travaux de recherche, et on peut ponctuellement faire appel à de la modélisation sur des cas particuliers pour regarder, dans le cadre de l'érosion, je parle bien de l'érosion, pour regarder quelle pourrait être l'évolution de la plage en fonction de tel ou tel scénario de tempête. Ça se fait, c'est pas encore totalement au point parce que c'est des travaux numériques qui sont, c'est des formules mathématiques qui sont plus ou moins adaptées. Sur la submersion, ça va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on est capable de modéliser, là aussi en fonction d'une tempête, d'un niveau d'eau donné qui est créé par la tempête en elle-même, de regarder comment se comporte un cordon dunaire, s'il va être submergé, si l'eau va passer derrière le cordon dunaire, et surtout comment va se propager l'onde, entre guillemets, de submersion dans les terrains alentours, dans les communes, dans les villes, etc. On est peut-être plus avancé, enfin, c'est pas peut-être, on est plus avancé dans ce domaine de la modélisation de la submersion qu'on ne l'est sur la modélisation de l'érosion. Et ce qu'on a comme problème sur la modélisation de l'érosion, on sait très bien, entre guillemets, détruire une plage, mais la reconstituer, les modèles ont beaucoup plus de mal. Alors que ça, j'en ai pas parlé ce soir, mais vous l'avez certainement vu, il y a ce qu'on appelle un phénomène de résilience sur les plages, qui fait que bien souvent, après un coup de mer, une tempête, pas tout le temps, mais souvent, il y a reconstitution du stock de sable qui a été arraché pendant la tempête. Donc le profil topographique de la plage se reconstitue en partie, il peut mettre plus ou moins de temps, et les modèles ont beaucoup de mal à reproduire ce genre de phénomène. Alors, il y avait une question derrière, une question devant et ensuite sur la gauche. Je voulais, bonjour, je voulais savoir concrètement ce que présage, comment anticipent un petit peu les communes, Canet, Sainte-Marie, bien que les élections municipales soient l'an prochain, sur les aménagements au niveau du littoral et sur déjà la loi littorale qui en fait est déjà mangée par des structures qui mangent dans cette zone qui était de 300 mètres, il me semble, vu qu'il y a de l'érosion. Comment envisagent nos communes? Est-ce qu'ils envisagent déjà un retrait progressif ou un réaménagement des dunes? Quels sont un petit peu qu'est-ce qui ressort sur notre territoire occitanie, enfin, on va dire PO? Merci. Merci pour votre question. Alors, comme vous l'a expliqué Pierre Roche tout à l'heure, en fait, les communes ne sont pas compétentes, dans le sens réglementaire, sur la gestion des risques littoraux. Maintenant, ce sont les EPCI, c'est-à-dire les intercommunalités, en l'occurrence l'agglomération de Perpignan, Perpignan Méditerranée Métropole. Donc c'est à cette échelle-là, aujourd'hui, en fait, qu'il est mené une réflexion sur les modes de gestion les plus durables pour l'avenir. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle, que ce soit à Perpignan ou ailleurs, les collectivités, en fait, cherchent à connaître le mieux possible les phénomènes pour ensuite trouver les solutions les plus durables, mais il n'y a pas de solution miracle, et il n'y a pas de solution technique qui apporte que des avantages. Il y a toujours souvent un revers de médaille. Ce qui est important, et ce qu'aujourd'hui à l'agglomération de Perpignan, il y a un travail qui est fait, c'est de se situer sur plusieurs échelles de temps en fait. Ce qu'on peut améliorer ou atténuer sur le très court terme, c'est-à-dire à l'échelle de 1 an, 2 ans, c'est le cas notamment du mode de gestion sur les rechargements de plage par exemple, le moyen terme, on va dire 10 ans, et puis le plus long terme, 20, 30, 50, voire 100 ans.
Donc en fait, c'est plutôt dans ce sens-là que s'inscrit en fait la réflexion des intercommunalités. Les communes, elles permettent de rapporter une connaissance fine du terrain et ont d'autres compétences effectivement liées au littoral, mais pas forcément la gestion des risques côtiers. Donc, alors aujourd'hui, la stratégie de beaucoup de collectivités littorales, c'est justement essayer d'atténuer les effets donc, de ces risques côtiers et du changement climatique et de restaurer un maximum les fonctionnements naturels. Alors on fait comme on peut en termes de méthodes, mais par exemple prendre du sable qui est bloqué dans un avant-port ou derrière une digue portuaire et le remettre là où il y a le plus d'érosion, c'est une des méthodes. Et ça, concrètement, c'est quelque chose qui risque de perdurer, parce que c'est difficile de faire autrement. Ensuite, restaurer le fonctionnement naturel, c'est également travailler sur le système littoral dans son ensemble. C'est-à-dire pas simplement recharger une plage, mais comme ça va être le cas normalement sur Sainte-Marie-Nord notamment, c'est restaurer un cordon dunaire. C'est-à-dire le cordon dunaire, c'est vraiment le premier atténuateur souple de l'érosion. Après donc, le système de barres sous-marines, une fois que la mer arrive sur la plage, c'est vraiment le cordon dunaire qui va permettre d'amortir et finalement de protéger les enjeux qui sont plus à l'arrière. Et donc le PMM a une politique aussi de restauration dunaire. Aujourd'hui, ça a été fait sur la commune du Barcarès, sur la commune de Toreil, et également sur la commune du Barcarès Nord. Il y a toute la mise en défense du Mas de Lille. Il y a toutes les dunes restaurées sur le secteur du Lilia, sur le secteur du Lido. Il y a également tout le village des Sables et même toute la commune de Toreil entre l'Agly et le Bourdigou. Et normalement, dès l'an prochain ou l'année d'après, il y aurait la suite entre le Bourdigou et l'embouchure de la Tête. Donc restauration dunaire, c'est-à-dire constitution d'ouvrages en ganivelle, dispositif de pigeage sableux et mise en défense. Voilà pour les modes de gestion. Il y a une question ici. On va vous passer un micro. Là. Merci. Ma question, on a déjà eu des éléments de réponse, mais je la pose quand même. En hiver, surtout en hiver, quand il y a des tempêtes, entre guillemets, pour nous c'est une tempête, on remarque que la plage est emportée sur plusieurs mètres. Il y a même des cassures franches comme si c'était une falaise, même si c'est juste à 2 mètres de hauteur. Et puis ce qu'on remarque après, c'est que ça s'est reconstitué. Alors est-ce que c'est reconstitué de façon naturelle ou du coup est-ce que c'est du sable qui a été amené d'ailleurs, qui a été dragué au fond de la mer et amené au bord? Voilà ma question. Je réponds, oui. Effectivement, ce sont des falaises, ça s'appelle comme ça, ce sont des falaises d'érosion, même si on est sur un littoral sableux, avec ces caches sur franges qui font parfois 30 cm, mais parfois 2 mètres. Effectivement, ça peut être la dune qui est taillée en falaise. En fait, au Toreil, au Canet-Sardinal et ailleurs, effectivement, c'est le cas. Et ça a été le cas en 2018, notamment en mars 2018. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qu'expliquait tout à l'heure Eric, c'est que le système littoral a un pouvoir naturel de reconstitution. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, en 2018, il n'y a personne qui est passé au mois de mai pour aller chercher du sable et le remettre sur ces falaises dunaires. Ça se reconstitue naturellement. Quand il y a des ouvrages en ganivelle qui sont réinstallés après une tempête, ça aide au piégeage sableux sur la partie dune. Mais la partie, on va dire, la plage la plus basse et puis la rupture de pente au niveau du trait de côte, ça en fait c'est un profil qui évolue et qui va se lisser petit à petit, plus on va approcher de l'été et plus il va ressembler à un profil d'équilibre d'été, plus dissipatif. Après sur certains endroits il y a des opérations de rechargement, mais pas forcément juste après les tempêtes en fait. Et ces opérations de rechargement, oui, elles sont faites avec du sable qui vient d'où? Alors ça dépend des endroits. Souvent c'est les avant-ports, soit vraiment
à l'entrée du port, soit en mer mais juste avant, soit derrière une digue portuaire. Mais généralement, en fait ce qu'il faut pour un rechargement, c'est que la granulométrie soit la même, c'est-à-dire la taille des grains de sable soit la même. Et c'est souvent en fait du sable qui devait arriver à cet endroit-là, mais qui a été bloqué un petit peu avant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de bypassing ou de restauration du fonctionnement naturel. C'est très local en fait. Chez nous, c'est compris avec du sable de chez nous. Ah, totalement. À Sainte-Marie, ça va être pris juste un petit peu plus au sud de la zone la plus en érosion. L'an dernier, sur le Sardinal, ça a été pris juste devant le port. En fait, il y a une lentille de sable qui était assez importante pour être draguée et rejetée sur la plage du Sardinal. Sur le 4, c'est la même chose, puisqu'en fait, ils font la même chose aussi. Voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait la même granulométrie, et bien sûr, les analyses physico-chimiques sont réalisées également. Voilà. Juste pour compléter sur l'aspect naturel de la reconstitution, en fait, le sable qui est arraché, qui est érodé à la plage, et qui constitue ce genre de falaise d'érosion, hein, bien souvent, il n'est pas loin, en fait. Il s'est déposé quelques dizaines de mètres en mer, mais vraiment pas très loin. Ce qui fait que, comme l'expliquait Provence, quand ensuite la tempête se calme, les houles sont plus propices à repousser ce stock de sable vers le trait de côte et à reconstituer ce qu'on appelle on appelle ça une berme, on fait une sorte de grosse lentille de sable qui va se reconstituer juste au droit du trait de côte. Ce qui explique en fait, des fois au bout de quelques jours, même quelques heures, suivant l'importance de la tempête, vous pouvez avoir le sable qui est racolé de nouveau à la côte, naturellement. Et ça peut prendre des fois, suivant les tempêtes, ça peut prendre des jours ou des semaines. Et ce qui est plus embêtant, en fait, c'est pas tellement une tempête prise toute seule, sauf si elle est vraiment exceptionnelle, mais les successions de tempêtes vont faire que le littoral ne va pas avoir le temps de se reconstituer suffisamment vite entre chaque épisode de tempête. Donc ces phénomènes, c'était le cas notamment pour l'Aquitaine dont j'ai parlé tout à l'heure, ces phénomènes de tempêtes, de succession de tempêtes sont très problématiques à gérer pour les plages, entre guillemets. Une question derrière. On va vous passer un micro. Oui, vous parlez de tempêtes qui génèrent évidemment la houle. Vous avez évoqué la possibilité d'utiliser des atténuateurs de houle. Je souhaiterais que vous nous en parliez un peu plus de votre expérience et de leur efficacité, de leur coût éventuel. Alors déjà, leur coût, effectivement, c'est des structures qui sont assez imposantes et assez coûteuses à mettre en place. Donc c'est pour ça que, pour rembrayer vers le début de votre question, c'est que il faut pas, on parlait de solution miracle, ça n'existe pas, et surtout ça n'existe pas partout. C'est-à-dire que quelque chose qui va marcher à un endroit, enfin marcher ou être efficace à un certain pourcentage, ne va pas forcément du tout être efficace, à technique égale, dans un contexte qui est différent. Le cas du lido de Sète, par exemple, c'est des techniques qui ont été déjà testées en Australie, par exemple, aux États-Unis, dans des contextes qui sont différents, dans des configurations de la côte qui sont différentes et qui n'ont pas, par exemple, pas marché. Sur le lido de Sète, on a plutôt des résultats qui sont assez intéressants en termes justement de stabilisation et de linéarisation du trait de côte, par exemple. Maintenant, est-ce que ça va marcher ailleurs? Ça, c'est difficile. On sait que ça marche relativement bien à un endroit. Ailleurs, il faut regarder quelles sont les conditions du milieu, les pentes, les profondeurs, etc. Là, en l'occurrence, on a une configuration qui fonctionne bien, parce que ça a aussi été bien calculé par les ingénieurs. Et voilà, il faudrait vérifier. Avant tout, il faut de toute façon prendre une décision. Il faut tester, pas les tester, mais les modéliser déjà d'une certaine manière, vérifier si ça peut être adapté à un contexte différent de celui où on sait que ça marche. Surtout parce que ça coûte très cher. Juste pour compléter sur l'îlot de Sète-à-Marcillan, effectivement, il y a un ouvrage atténuateur de houle qui a été mis en place, mais l'îlot de Sète-à-Marcillan, c'est une portion assez vaste, qui a un certain fonctionnement. Cet ouvrage a été positionné à l'extrême nord, mais sur ce secteur-là, il y a également eu en fait une combinaison de modes de gestion qui a été choisie. On a également fait de la restauration lunaire, on a fait du rechargement, on a fait du recul de certains enjeux,
Le camping certains emplacements de camping ont été déplacés. La route qui constituait un point dur a été également déplacée plus à l'arrière, etc. C'est pour ça qu'on revient sur la question des avantages et des inconvénients des techniques. Il n'y a pas de technique miracle. Il y a des avantages, des inconvénients, et le mieux est de pouvoir combiner des modes de gestion les plus durables. Voilà. Donc ce qui est fait à un endroit ne peut pas être copié-collé ailleurs. On prend une dernière question maintenant, et après on poursuit. Oui, simplement, on oublie, on n'en parle pas beaucoup, du changement climatique et de la montée des eaux, puisque on peut raccommoder, là je veux dire, on peut raccommoder à court terme, on peut remettre du sable, on peut changer tous les ouvrages anthropiques qui nous gênent, mais on a quand même un phénomène de montée des eaux. On parle de 40 à 1 mètre, je ne sais plus combien, 1 mètre 20 d'ici 50-60 ans. Donc je pense que le phénomène de montée des eaux est beaucoup plus important en fait, que de s'occuper de remblayer du sable, etc. À mon avis. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est qu'il y a des mesures à court terme. On parlait du rechargement en sable, ça fait partie d'une des mesures. C'est la restauration du nerf pour restaurer leur capacité à encaisser les coups de mer, etc. Et puis il y a les réflexions à beaucoup plus long terme, effectivement. Et là, ces travaux-là participent aussi à alimenter ce genre de réflexion. Là, nous, c'est quelque chose à notre niveau qu'on ne maîtrise pas, mais c'est des choses qui nécessairement devront être engagées par les collectivités un jour ou l'autre de toute façon, parce qu'effectivement, il y a ce risque-là qui est à gérer. On parlait de l'érosion, mais c'est aussi les problèmes de submersion qui vont avec. Effectivement, la question du changement climatique, elle est assez bien comprise par le grand public. Voilà, du changement climatique et une élévation du niveau marin, c'est assez facile à comprendre, parce qu'on le voit partout, c'est assez facile. Mais là, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on a mis le doigt là-dessus, c'est le déficit sédimentaire, parce que le déficit sédimentaire, c'est ce qu'on voit aussi tous les jours, et c'est ce que les collectivités ont à gérer aussi tous les jours. Mais demain, ou dans 20 ans, ou dans 50 ans, ou dans 100 ans, en plus de l'élévation du niveau de la mer, ils vont devoir toujours gérer cette question d'érosion. C'est pour ça aussi qu'on plante ce décor-là. Alors, on va passer à la question 4. Selon vous, une plage en recul est-elle forcément en érosion? A. Oui, car elle perd du sédiment. B. Non, car un événement érosif peut être temporaire. Et C. Pas forcément, car la plage est un ensemble émergé-immergé. Merci pour vos réponses. On a gagné une télécommande. Donc vous êtes 30, donc plus de la moitié, à répondre que pas forcément, car la plage est un ensemble émergé-immergé. C'est une bonne réponse. Mais effectivement aussi, une plage en recul perd du sédiment. Une plage peut être dans une situation d'érosion à un moment, mais pas à un autre moment, etc. Ce qu'il faut savoir, mais c'est ce qu'on a déjà dit, c'est pas parce que le trait de côte recule que tout le système littoral est en érosion. Parfois, vous avez des barres sédimentaires vraiment très bien constituées. Vous le voyez, souvent vous nous dites on a pied loin à Canet. Bon ben voilà, c'est les barres sédimentaires et un stock de sable important à ces endroits-là. C'est pour ça qu'il faut voir vraiment tout le système littoral. Voilà pour la pause. Ensuite, comment définiriez-vous la dérive littorale, ou le transit littoral, transit sédimentaire? Transit sédimentaire. Donc, A, le processus par lequel les sédiments transitent le long des côtes, enfin, le long des plages, sous l'effet de la houle, ou le processus par lequel les sédiments sont emportés par le vent. Donc c'est cette fameuse dérive littorale qui a tendance à aller du sud vers le nord sur la côte sableuse catalane. Merci pour vos réponses. Bon.
Alors, vous êtes 50 à avoir répondu à le processus par lequel les sédiments transitent le long des plages sous l'effet de la houle, et c'est une bonne réponse. Alors, il ne faut pas s'imaginer la dérive littorale comme un courant chargé fortement en sable et passant le long des côtes un petit peu au large qu'on pourrait voir. C'est pas tout à fait ça. On a des houles qui arrivent de façon oblique à la côte, qui amènent du sable sur la plage, et ce sable il va pas descendre forcément par le même chemin où il est arrivé, il va descendre de façon perpendiculaire, et petit à petit nos grains de sable en fait ils vont se déplacer du sud au nord, donc c'est bien la houle et les vagues qui les transportent et pas le vent, même si le vent est un des forçages du littoral qu'il faut prendre en compte, mais sur d'autres éléments. Voilà. Alors, quelles sont les limites de l'unité sédimentaire du Roussillon? Alors là, il y a une seule bonne réponse. Attention, ça, on vous l'a dit plusieurs fois pendant la présentation. Donc, A, du Racou à l'embouchure de l'Agly, B, du Gros de Canet au Cap Le 4, C, de Cerbère au Cap Le 4, et D, du Racou au Cap Le 4. Il faut savoir que ce qu'on appelle l'unité sédimentaire, généralement, elles sont délimitées les unes des autres par des caps ou des embouchures. Merci pour vos réponses. Oula. Alors, vous êtes 48 à avoir répondu la réponse D du Racou au Cap Le 4, et c'est la bonne réponse. Donc effectivement, on part d'un cap rocheux à un autre cap rocheux. Il y a environ 50 unités sédimentaires en Occitanie. Vous avez des cartes sur Internet. Donc, nous, on est dans le système Roussillon, avec cette dérive littorale, et on considère que c'est une unité qui est homogène. C'est-à-dire que nous, dans nos observations, on ne s'occupe pas des limites communales, on ne s'occupe pas des limites intercommunales, ni des limites même départementales. On s'occupe simplement de ces limites-là qui sont naturelles. Et on a donc ces caps rocheux, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le Cap d'Agde, il y a la corniche de Chissette, etc. en Occitanie. Et en fait, ces caps rocheux, ce sont des limites qui ne sont pas imperméables, c'est jamais imperméable, mais qui délimitent vraiment un certain fonctionnement. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise cette échelle-là. Et dernière question, comment qualifieriez-vous l'état du littoral sableux roussillonnais? Donc cette unité sédimentaire dont on a parlé, avec les explications d'Éric. Pour vous, A, il n'y a pas d'érosion, B, il y a une érosion forte et généralisée, et C, il y a des points d'érosion localisés. Il ne faut pas y avoir de bleu. Point d'érosion localisée. Ça déclenche des choses. C'est bien votre histoire, parce que ça tient. C'est magnifique. J'ai jamais vu ça. Et il y a 3 personnes qui hésitent. Il va falloir prendre une décision. Sinon, je clôture les votes. Je clôture. Allez. Ah, ça y est. Un dernier. Bon, allez, je clôture, tant pis. Donc, vous avez répondu en majorité par la réponse C. Il y a des points d'érosion localisés. Bon, effectivement, c'est ce que Eric vous a expliqué. Donc, on n'a pas forcément une érosion forte et généralisée sur la côte catalane. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'érosion, parce qu'il y a quand même un déficit sédimentaire. Mais effectivement, on a des points d'érosion localisés, et c'est ces points-là qui posent problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a bien répondu? Est-ce qu'on a bien suivi? Ben, j'ai l'impression que les statistiques sont bonnes. Oui, allez-y, il y avait une question. Oui, chapeau et merci. Quel est le budget annuel de ce genre d'opération? Alors... Ne me dites pas que vous ne vous êtes pas posé la question, c'est la question citoyenne par excellence. Tout à fait.
Bien sûr, on se pose la question, surtout en ce moment. On y travaille. Parce que là, on est en train de changer justement de cycle. Alors, sur le cycle 2, on part sur le cycle 2. Donc c'est pour l'agglomération de Perpignan, on peut prendre, c'est autour de 190 000 € par an, par cycle. Alors, sur l'ensemble, si on divise par 3, l'ensemble, si on inclut aussi le 4, du coup. Oui, parce qu'il y a la commune de Le 4 aussi. Là, on vous parle du cycle 2 de l'OBS4, donc c'était l'agglo de Perpignan plus le 4. À partir de 2019, on va intégrer les collectivités du Sud, ce qui fait qu'on a un budget plus important, mais proportionnellement, pour chaque partenaire, ça ne fera pas forcément de différence. Et donc, vas-y, je te laisse. Du coup, on est plutôt aux alentours de 250 000 € par an. Oui, voilà, c'est ça. Qui est largement aidé par l'Agence de l'eau, donc par le BRGM lui-même. Et donc, il reste à la charge des collectivités, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, à savoir PMM, le 4 et le plus Sud-Roussillon, Albert-Côte-Vermeil. Il leur reste 35% en fait. De ce budget-là à sortir de leur budget. Voilà. Oui. Par rapport à une zone côtière où il existe des marais, on perd combien en moins ou en plus ici? Alors, vous avez vu les différences de phénomènes érosifs que vous avez par exemple sur la côte aquitaine. Alors, mais on va dire aussi que les systèmes dunaires, en l'occurrence sur la côte aquitaine, la côte des Landes, sont aussi dimensionnés aux phénomènes qu'il y a sur ces côtes-là et aux marées. Et le problème qu'on n'aura pas ici, c'est qu'on n'aura pas, qu'on a sur les côtes à marée, c'est les conjonctions de phénomènes, c'est-à-dire au cours d'une forte tempête, on puisse avoir aussi une forte marée. On l'a vu en particulier pour certains éléments de submersion qui ont pu être assez catastrophiques sur la côte vendéenne notamment, mais ça aurait pu l'être encore plus, parce qu'on n'avait pas une conjonction pleine mer, forte marée, forcément la plus optimale entre guillemets à ce moment-là. Mais voilà, il n'y a pas sur nos côtes, il n'y aura pas ce phénomène-là. Par contre, on peut avoir d'autres phénomènes qui sont la conjonction, et c'est souvent le cas, d'une tempête marine et d'une crue. Et vous allez avoir au niveau, entre autres, des embouchures, une confrontation d'un niveau d'eau qui arrive dans les embouchures qui est important, avec un niveau d'eau à la côte lié au phénomène de tempête, la hauteur des vagues, le vent qui pousse la masse d'eau vers la côte, qui font qu'on va avoir un niveau d'eau qui est important et potentiellement un trait de côte qui va être plus fortement impacté et sur une altitude plus importante aussi. Voilà. Si c'était ça le centre de votre question, on peut avoir ces phénomènes de conjonction aussi, mais pas sur la marée, parce que sur nos côtes à marée, on a des marées qui sont maximum de 30 cm, 30-40 cm. Ça peut jouer, cependant, c'est clair, à 30 cm, sur une submersion, sur une hauteur de quai qui est déjà limite, ça peut jouer. Mais ça ne va pas avoir les mêmes conséquences sur les côtes à marée. Alors, on va prendre une dernière question, et après on pourra continuer à parler, mais plutôt autour d'un verre, si ça vous va. Il y aura une question peut-être très importante. Monsieur Michel Rouet nous a parlé tout à l'heure de l'augmentation du niveau d'eau. Voilà. Est-ce qu'en modélisant, vous avez fait une prospective, à savoir dans combien d'années les immeubles de Canet seront submergés? Car tout le monde pense à ça, mais personne ne pose cette question. Alors, je ne crois pas me tromper en disant que c'est des modélisations qui n'ont pas été faites à l'heure actuelle. En termes de submersion marine, après, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'inondation terrestre qui, eux, ont été modélisés. Mais c'est vrai que sur ces aspects-là, il y a encore, et ça c'est valable sur la côte, sur la côte occitanie en général. Il y a les plans, ça c'est en général modélisé dans le cadre des plans de prévention des risques littoraux, et c'est des choses qui ne sont pas encore lancées partout. Voilà. Parce que la seule solution qu'on ait entendue à cette question, c'est le recul. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors, effectivement, on parle
face aux risques littoraux, on parle d'évitement. Effectivement, ça peut être le recul, mais aussi l'adaptation. Aujourd'hui, en Occitanie, les institutions travaillent à cette adaptation. On parle, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'habitat flottant adolescent, de choses comme ça. Donc il y a des réflexions qui sont menées là-dessus par pas forcément des géologues, ni forcément des géographes, mais aussi des architectes, etc. Donc non, il y a en fait des alternatives, il y en a. Il faut simplement se donner des termes et se dire que tel mode de gestion correspondra à du court terme, du moyen ou du long terme. Et donc voilà, aujourd'hui, il n'est pas question, en tout cas demain, de détruire le front de mer de Calais. Et peut-être dans 40 ans, 50 ans, si un mètre d'eau, ça fait un sacré avancement. Hein. À mon avis, on va avoir les pieds dans l'eau sur la promenade, non? Je pense que ce ne sera pas forcément là où on les aura en premier, mais effectivement, c'est des réflexions qui sont en cours et c'est bien de se poser ces questions. Hein. Donc on se les pose, rassurez-vous. Les experts aussi se les posent. Donc on va clôturer ici ces échanges. Alors, avant que vous vous leviez, comme je voudrais vous remercier. Alors, je me permets de conclure, j'avais commencé. Je pense que certains auraient souhaité, disons, entendre quelles étaient les solutions, quels étaient les travaux. Hein. Je pense que c'est un peu manque chez certains, n'est-ce pas, Yoris? Hein, peut-être tu aurais aimé savoir, par exemple, comment on pourrait protéger ton restaurant. Bon, alors, voilà. Non, mais je crois que c'est un peu aussi ce qui manquait là. C'est bien, on vous parle des phénomènes, tout ça, dont je me place au niveau de la collectivité, donc qui a la compétence et qui réalise des travaux chaque année, donc pour essayer d'endiguer le phénomène ou de le compenser. Vous parliez de budget, donc ça c'est le budget de l'observatoire, mais ensuite il y a un budget important pour les travaux, donc au niveau de la communauté, suivant les dossiers qui avancent. Donc ça peut varier entre 300, 500, 600 000 euros par an d'investissement. Lorsqu'on fait par exemple 3 brise-lames au Barcarès, ça monte à 2 millions d'euros. Hein, voilà. Bon. Le problème c'est que des solutions, il y en a. Hein, mais les solutions, elles coûtent un prix, comme on dirait, Coluche, gastronomique. Hein, voilà. On pourrait, mais bon. C'est quand même très difficile. Donc, l'État réfléchit à certaines solutions. Donc, les solutions douces, donc les dunes, les ganivets, tout ce que vous avez entendu, donc qui reconstituent donc les plages, enfin les cordons littoraux, et qui effectivement donc ralentissent l'évolution et l'avancée des tempêtes, des coups de mer. Voilà. Ensuite, il y a les solutions dures, hein, c'est-à-dire, comme on a pratiqué pendant des années, c'est-à-dire les enrochements. Hein. Dans les enrochements, il y a le pour et le contre. On s'est aperçu qu'il y a 40-50 ans, on mettait les enrochements perpendiculaires à la côte, et on s'aperçoit que ça engraisse un côté et ça dégraisse de l'autre. Hein. Ensuite, on a expérimenté le système des brises-lames. Hein. Les brises-lames, donc, ont un effet quand même un peu plus réconfortant. Quand même, nous, par exemple, à Sainte-Marie, autant les jetés avaient porté certaines perturbations, autant les 2 brises-lames qui ont été réalisées ont permis de reconstituer 2 plages qui avaient complètement disparu. C'est-à-dire que comme la quantité de sable diminue, le sable a tendance à partir vers le large. Hein. Bon, en faisant un brise-lame, on met une bouquet de pieds qui retient le sable, donc et évite effectivement aux tempêtes de prendre les vagues lors des tempêtes, de prendre de la force et d'arracher encore un peu plus le sable. Voilà. Donc malheureusement, heureusement, contrairement à certains endroits, je vois en Espagne, lorsqu'ils ont des érosions après les tempêtes, bon, ils appellent la dragueuse, ils se mettent sur le banc de sable, ça pompe, ça reconstitue la plage pour l'été, et puis c'est fini. Nous, en France, bon,
le domaine public maritime, il est géré par l'État, et l'État est très rigoureux et on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'avant de faire une opération, il faut faire un dossier de 50 exemplaires, obtenir des autorisations qui prennent des années, même pour prélever le sable, pour trouver l'endroit où c'est qu'on va prélever le sable. C'est un dossier de prélèvement qui est très important à faire, n'est-ce pas, le Mexicain? On est en train de refaire le nôtre. Ouais. Donc pour ça, pour vous dire que c'est les décisions d'État qui guident l'action des élus. Hein. On ne peut pas faire ce qu'on veut, puisqu'on n'est pas chez nous. Hein. On est sur le domaine public maritime, donc on doit, disons, se conforter aux directives nationales et aux services, notamment de la DETM, qui est quand même très, très rigoureuse. Et puis il y a le manque de financement, dont les solutions dures sont de moins en moins préconisées. Hein. Donc on a ajouté donc, le fameux recul, c'est-à-dire les solutions douces. Et le recul, chaque fois qu'on pourra reculer, alors que la mer avancera, on le fera. Après, il y a les endroits où c'est urbanisé, où il faudra protéger. Là, je crois qu'on arrivera encore à faire certaines protections. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on réfléchit beaucoup là-dessus et que les dossiers sont difficiles à faire aboutir. Voilà. Mais pour l'instant, donc, solution douce, rechargement, transfert du sable là où il est bloqué, dans les endroits où il n'a pas pu aller, et ensuite certains dossiers pour lesquels on attend les décisions de l'État et surtout aussi les financements. Voilà. J'espère que j'ai un petit peu éclairé la fin avec des réflexions un peu plus concrètes sur la façon dont est traité et réglé ce problème de recul de la côte et des ensembles. Je vous remercie, on va prendre l'apéritif. Je crois que c'est l'obstacle qui fait, monsieur Américané. Non. C'est l'agence d'urbanisme. C'est l'agence d'urbanisme catalane. Ah, c'est l'agence d'urbanisme catalane. Très bien. Merci à tous. Merci. On va vous libérer des télécommandes. Normalement, j'ai ma collègue qui est ici avec la pochette. Vous la déposez dans la petite pochette. Ou ici, si vous voulez.